essentielles. Premièrement, il s'agit d'un discours. Il s'agit aussi d'une action et des institutions, voilà, au sens que Bourdieu a donné à ces termes. Comme discours, eh ben, ce discours il est diversifié. Le corpus du discours colonial, il est composé de tout ce qu'on a écrit, les récits de voyage, et en prélude même à la colonisation, les récits des explorateurs. Ça fait partie de ce vaste corpus. Voilà. Il n'y a pas que... il y a les discours scientifiques aussi. Nous sommes ici au musée d'Interjurel, qui est le prolongement de ce qu'il faut bien appeler les sciences coloniales, c'est-à-dire un discours à prétention scientifique qui avait pour objectif de définir le noir, de trouver la stratégie pour le dominer, voilà, et pour domestiquer l'espace africain aux fins de son exploitation optimale, bien entendu, au bénéfice du Nord, c'est-à-dire de ceux qui se considéraient comme supérieurs. Alors, lorsque nous parlons du discours colonial, il nous vient tout de suite à l'esprit les stéréotypes. Mais il s'agit seulement d'une strate, d'une catégorie des images qu'on trouve dans le discours colonial. Les images sont beaucoup plus complexes que cela. Les stéréotypes ne sont qu'un aspect. Et certains stéréotypes étaient auparavant des images très fortes qui sont devenues, qui se sont un peu banalisées, voilà, qui se sont sécularisées, qui sont devenues populaires. Voilà. Donc il faut, lorsqu'on est devant une image, une assertion, il faut interroger ce qu'elle ne dit pas, ou ce qu'elle tente de cacher, ou ce qu'elle dit sans le savoir. Voilà, une image n'est jamais quelque chose de flottant, c'est toujours en relation avec cette triade-là. Donc ça renvoie à un discours dit scientifique, même s'il n'est pas présent. Ça renvoie à la légitimation même de la colonisation. Pourquoi est-ce qu'on est allé coloniser en Afrique? Eh bien parce que, notamment en Afrique centrale, c'était les ténèbres, là-bas, les ténèbres de l'ignorance régnaient sur l'Afrique centrale. Il fallait dissiper les ténèbres de l'ignorance, amener la vraie religion, puisque les autres n'avaient que des superstitions. Il fallait voilà, apporter la civilisation, puisque les autres étaient censés être des primitifs. Donc tous les discours coloniaux, qu'ils soient scientifiques ou non scientifiques, ils reposent, ils s'articulent sur des binômes, sur des binarités qui sont restées, d'ailleurs, ils sont très radicales. On a d'un côté le sentier ancestral face à la route, la barabara du colonisateur. On a la pirogue traditionnelle à côté du steamer ou du vapeur. On a le civilisé face au primitif. On a le blanc face au noir. On a l'oralité face à l'écriture. Voilà, c'est comme cela que fonctionne le discours colonial. Et ce discours, parfois, il n'est pas très clair, parce qu'entre le blanc et le noir, par exemple, dans l'espace du Congo belge, il y a le métis. Ah ben, c'était une espèce d'être anormal. Il a fallu qu'on invente des théories, il a fallu qu'on écrive, qu'on se batte pour savoir ce qu'on allait faire des métis. Voilà, on a dû créer pour les métis, on a dû créer des associations pour défendre leurs intérêts, parce que tout simplement, dans cette idéologie, il y avait un manque. Le métis, il était là, il n'y avait pas de place pour lui dans cette rationalité, entre guillemets, coloniale. Donc quand on est devant une image, il faut savoir qu'une image, elle est toujours en résonance avec des institutions. Alors ce que j'ai dit là, ça fait penser évidemment à ce que Edouard Saïd a dit à propos de l'orientalisme. Par exemple, ici au musée d'Interjurel, il y a toutes sortes des scientifiques qui se sont occupés du Congo, des zoologistes, des entomologistes, de toutes les
les sciences de la nature, on ne peut pas dire que ce qu'ils ont amené n'est pas vrai, mais c'est plutôt l'interprétation qu'ils en font. Voilà. Cette zoologie, elle se situe dans un ensemble, qui est l'ensemble de la pensée coloniale. Voilà. Donc ça, il ne faut pas l'oublier. Et alors la question qui est posée ici, c'est une question fondamentale. Est-ce que cet héritage, notamment en termes de représentation, est-ce qu'il joue comme un facteur défavorisant quand on prend en compte la question de l'accès à l'emploi, par exemple, parce que c'est là que les discriminations touchent le plus les jeunes. Ils se plaignent beaucoup de la discrimination dans le domaine de l'emploi. Donc on peut légitimement se poser cette question, mais on n'a pas une jauge, comme disait Bambi, on n'a pas une jauge pour savoir si cette discrimination, si elle relève plus du sentiment d'être discriminé que de la discrimination en tant que telle. On n'a pas une jauge, mais toujours est-il qu'elle est récurrente dans les discours. Dans les discours qui sont les narrations qu'on a sur les interviews des jeunes qui se présentent pour obtenir tel ou tel job, ils se plaignent beaucoup de la discrimination. Donc, il y a des études donc, qui sont attendues à ces sujets, peut-être avec des statistiques à la carte. Moi, je ne suis pas trop... Enfin, les statistiques sont un outil, mais ce n'est pas une fin en soi. Alors, ici, nous sommes quand même dans un contexte très particulier. La présence africaine, pour ne pas dire congolaise, mais je dis africaine, en Belgique, pour moi, il y a trois strates chronologiques. La première strate, je l'appelle, c'est la strate des invités encombrants. Qui sont les invités encombrants? Ce sont ces enfants, ça on a oublié cet épisode, ces enfants qui ont été invités en Belgique par l'establishment pour être formés ici aux méthodes européennes, puisqu'il fallait qu'on apprenne aux Noirs à travailler selon les méthodes européennes pour bien exploiter le Congo. On a fait venir des enfants congolais ici, c'est à la fin du 19e siècle. Juste après la conférence de Berlin, comme si la réflexion avait été entamée avant. Et ce n'est pas nécessairement une démarche officielle, ce ne sont pas les institutions de l'État indépendant du Congo, mais ce sont des personnalités, ce sont des familles, des initiatives à caractère missionnaire privé. Donc les 300 enfants, par exemple, du père Van Impe à Alost, 300 enfants sont venus en Belgique pour apprendre le travail manuel, apprendre à lire, à écrire, apprendre un métier. Voilà, à être des bons auxiliaires de la colonisation. Et on tablait beaucoup sur ces enfants-là pour pouvoir être les intermédiaires, les passeurs en fait de la civilisation. D'après ce plan-là, auraient dû être ces enfants-là. Et donc, invités encombrants, pourquoi? Parce qu'on a pris, c'était des jeunes enfants, donc qui n'étaient pas trop influencés par le paganisme, qui n'étaient pas trop plongés encore dans la superstition, comme leurs parents, donc on les prenait très jeunes. On a pris des enfants de 4 ans, 3 ans, 5 ans, 6 ans, qui avaient des marraines dans l'aristocratie belge, et il y avait des baptêmes un peu partout en Belgique, au point que ça a tourné un peu à l'exhibitionnisme, comme l'a dénoncé Paul Panda lui-même, et cette expérience a échoué. Et ils étaient là d'ailleurs en 1897, au moment de l'exposition, la fameuse exposition universelle. Les enfants du père Van Impe, à part le village congolais, ils étaient là, très bien habillés, ils faisaient la démonstration de ce qu'ils avaient appris ici. Cette expérience a échoué, tous les enfants ont été renvoyés au Congo, et on n'a plus jamais eu de nouvelles de ceux qui sont détenus. Ils ont été tous renvoyés avant 1900. Donc l'expérience a royalement échoué. Alors, quelques rescapés dans les marges, presque uniques, Paul Panda, qui est venu aussi dans un projet tout à fait privé, et lui est allé le plus loin possible. Alors la deuxième étape, c'est les hôtes de passage. J'appelle ça les hôtes de passage. C'est, nous avons, le Congo a été proclamé indépendant et décolonisé dans un contexte tout à fait étonnant, puisque ça a laissé une espèce de traumatisme chez les Congolais qui explique un peu jusque
dans les générations actuelles, cette espèce de libidesquindie qui nous tient. Les Congolais veulent avoir beaucoup de diplômes, beaucoup de formations, parce qu'ils ont tellement été frustrés de ça à l'époque coloniale. Donc la deuxième partie, donc c'est à partir de 58, on se rend quand même compte qu'on n'a pas formé les Congolais, du moins dans le supérieur, alors que c'était demandé depuis très longtemps, alors que d'autres pays ont quand même formé des cadres de Congolais, des médecins, des administrateurs, en Afrique même s'ils proclamaient la politique de l'assimilation. On oublie par exemple que la France, avec l'école William Ponty, a formé l'essentiel de son cadre africain. Beaucoup d'anciens présidents africains sont des instituteurs de William Ponty. Houphouët-Boigny était un médecin formé à on croit que tous ont été formés à Paris, mais en fait ça c'était une minorité. Ils étaient formés en Afrique même. Alors je prends le cas de Achimota College par exemple, créé en 1921 par Agre, voilà, ce Ghanéen qui avait été aux États-Unis chez Booker T. Washington, à Tuskegee. Et je prends Doubé, on ne connaît pas très bien l'histoire de l'Afrique du Sud. John Doubé est parti aux États-Unis chez Booker T. Washington, et il est revenu, il a créé les premières universités noires en Afrique du Sud, qui ont notamment formé Nelson Mandela. Tout ça a été cassé en 1936 avec les grandes lois sur l'apartheid, et en 1946, on a carrément décapité, mais avant, ils avaient créé leurs propres universités. Donc ce qui n'a pas été le cas au Congo belge. Nous avons un pays juste à côté, l'Angola. Eh bien, on a beaucoup parlé de la colonisation portugaise qui était très dénigrée, mais il ne faut pas oublier que l'Angola était représenté quand même au Parlement. Au Parlement par des Angolais, des gens comme Nicolas da Pinto de Sao Tomé et Principe, le docteur Magalhães pour l'Angola. Il représentait ce pays, ce territoire qui était une province à Lisbonne. Ce n'était pas le cas avec la Belgique. Voilà. Alors, les Congolais vont venir en masse après 1960, mais ils ont hâte de retourner chez eux parce qu'il y a du travail. Les Belges ont dû partir, il faut les remplacer. C'était facile. Donc ça, c'est la deuxième génération. La troisième génération, c'est la génération de ceux qui sont restés et qui sont devenus, pour les uns, des citoyens belges à part entière, puisqu'ils ont le droit de vote et qu'ils ont élu, d'ailleurs, contribué à élire des Congolais dans les différentes institutions. Et il y a les autres Africains qui sont venus grossir les rangs de la diaspora noire. Je ne sais pas pourquoi on dit subsaharien, parce que c'est un peu... Je trouve que ça connote un peu trop colonial, la différence entre le nord du Sahara et le sud. Bon, je prends ça pour moi. Ces trois étapes sont importantes pour comprendre que dans ce pays, en fait, on n'a pas prévu, il n'y avait pas une place acquise par principe pour ceux qui viennent d'ailleurs. Voilà, que ce soit des Congolais ou d'autres, il n'y avait pas une place. La colonisation s'est faite un peu dans les divorces. Voilà. Et il y a des conséquences aussi sur le plan de l'emploi, parce que c'est quand même un problème important pour les jeunes, dans les institutions scientifiques. Comment expliquer que jusqu'aujourd'hui, par exemple, au jour d'aujourd'hui, dans les universités, il y a six de leurs grands voyages dans le monde. Donc ne faisons pas de l'histoire sur l'Égypte. Je m'étonne quand même que nos amis théologiens, qui n'ont aucune formation historique, qui n'ont pas de formation linguistique, sont devenus en Belgique des égyptologues. Il n'y a que mon ami Moïse qui n'est pas devenu égyptologue. Mais qui en a donné beaucoup pour les... Voilà, des quinquagénaires, j'appelle ça une science hasardeuse, des quinquagénaires aigris qui sont là, pour la plupart des anciens prêtres catholiques. Je ne comprends pas pourquoi. Ils sont tellement engagés dans cette égyptologie tout à fait fantaisiste qui ne nous apporte strictement rien. Je crois que le métier d'historien est un des métiers les plus exigeants qui soient. Et la carrière, par exemple, du professeur qui est en face de moi, c'est un contre-exemple de ce qu'on voit en Belgique.
l'Institut des hautes études en France, c'est une institution d'excellence qui n'est pas la Sorbonne, où il y a eu des gens comme Jacques Derrida, comme Valandier. On n'a pas ça ici en Belgique. Moins de 2 minutes. Voilà, et voilà, je voudrais dire que nous avons beaucoup de travail à faire. Faisons-le en toute conscience, dans les débats. Donc je suis très content qu'on se retrouve dans ce temple de l'africanisme, même si je ne suis pas de ceux qui se réclament de l'africanisme en tant que tel. Je suis vraiment content qu'on se retrouve là pour débattre. Et j'ai dit, pour terminer, soyons les emblaveurs du futur. Ne soyons pas, ne nous contentons pas du ressassement, de la nostalgie, du romantisme. Voilà, soyons des créateurs des sciences qui permettront à l'Afrique de progresser. Tous les jours ici, il y a des choses qui s'inventent en Afrique. Et à Kinshasa, j'ai trouvé une invention, c'est la machine à broyer le bambou. On n'en parle pas beaucoup. Ce sont les gens de la cité qui ont inventé ça. Voilà, il faut aussi en parler plutôt que de s'approprier et la Grèce et le Brésil et tout le reste, au point qu'on en sort un peu éboubi, on n'a plus le temps de réfléchir. Voilà, merci.